Voilà, c'était Les francs-maçons et le pouvoir, film tout à fait passionnant qui nous retrace toute l'histoire d'une organisation qui génère, on l'a vu, tellement de fantasmes. Alors justement, où en est le pouvoir de la franc-maçonnerie aujourd'hui en 2014? C'est l'une des questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes trois invités que je salue. Et tout d'abord Daniel Keller, grand maître du Grand Orient. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir sur la chaîne parlementaire. À vos côtés, François Coche, journaliste à l'Express, grand spécialiste de la franc-maçonnerie. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. On va citer le dernier, Le vrai pouvoir des francs-maçons, publié chez l'Express Poche. C'était, je crois, en 2011. Et puis Serge Moati, grand journaliste, réalisateur, connu, reconnu, très présent sur la chaîne parlementaire. Alors, on vous a invité car vous avez un rapport très particulier avec la franc-maçonnerie. D'abord parce que vous êtes le fils d'un franc-maçon, vous êtes auteur d'un film sur les francs-maçons, vous êtes d'ailleurs encore en train d'en préparer un. Et vous avez vous-même été franc-maçon jusqu'en 1981. Et puis en 81, c'est la rupture. Et vous avez eu l'occasion d'écrire sur cette rupture. Je vous cite, regardez comme c'est beau du Serge Moati dans le texte. Pour moi, la maçonnerie était une aventure religieuse et aristocratique de l'esprit et pas une assemblée de notables replets ou une société d'assistance mutuelle à jobardise illimitée. Certains de mes frères me déçurent trop, mélangeant sacré et profane, business et prière, émotion et sarcasme, ferveur et cynisme, rituel et copinage de bas étage. Waouh, quelle charge! Racontez-nous. C'est compliqué de raconter comme ça. C'est ce que j'ai éprouvé quand j'écrivais ça en 81, où je trouvais qu'il y avait trop de mélange de genres. Et je suis contre les mélanges de genres. Moi, j'étais tenant d'une maçonnerie purement basée sur le rituel. Et je n'aimais pas le côté, en même temps, je cherche du piston, ou je sais pas quoi, enfin des choses qui étaient de l'ordre du monde, comme ça. Alors c'est une vision singulière qui fut la mienne, c'est pas forcément la maçonnerie. C'est moi qui ai décidé, alors que la maçonnerie était forte en 80, enfin dans ce pays, on aura l'occasion d'y revenir, d'en partir. Justement, c'est le moment où moi j'ai décidé d'en partir. En plus, j'étais conseiller de François Mitterrand, donc j'étais tout à fait à l'aise. Mais c'est pas la question, je ne voulais pas mélanger. Donc je suis parti. On va y revenir. Vous voulez toujours être enterré avec votre tablier de franc-maçon? C'est ce que vous avez écrit? Oui, comme celui de mon père. Comme votre père. Oui. Ça veut dire que ça fait vraiment partie quand même d'une identité très importante chez vous. C'est capital pour moi. Et quand je dis ça, c'est de l'amour qu'il y a derrière. Ouais. Ça veut dire qu'on peut rester franc-maçon sans en être? Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Vous pouvez en parler quand même. Moi, je me sens franc-maçon. Je ne regrette rien de cet engagement spirituel, initiatique qui fut le mien. Et je ne vois pas pourquoi j'en aurais honte. Je n'ai pas piqué dans la caisse et je n'ai pas eu des trucs occultes. Et je ne suis pas comme dans le fantasme. Pas du tout. Fantasme, c'est un mot qui revient sans cesse quand on parle de franc-maçonnerie. Pourquoi la franc-maçonnerie, Daniel Keller, génère depuis toujours autant de fantasmes? Je pense qu'elle génère du fantasme parce qu'elle est essentiellement méconnue. Et c'est une part importante du fantasme. En même temps, je veux revenir sur ce que disait Serge Moati. Je partage avec lui cette idée que finalement l'entrée en franc-maçonnerie, c'est l'aventure d'une filiation. C'est quelque chose qui m'est, en tout cas moi, très cher, très important. Il y a plusieurs obédiences en France. Après, les expériences de chacun sont différentes aussi en fonction du génie propre de chaque obédience. Mais cela étant, Serge Moati faisait état de sa déception qu'il a rencontrée en maçonnerie, mais j'aurais tendance à penser que la déception, c'est un élément essentiel dans un parcours maçonnique. Donc malheur à celui qui n'a jamais été déçu. La dimension spirituelle, c'est pas forcément la dimension que les gens connaissent le mieux de la franc-maçonnerie. Effectivement, comme vous l'avez un peu dit, Serge, on a surtout l'impression, François Coche, qu'on rentre en maçonnerie parce qu'effectivement, on veut se faire des relations, parce que le piston est important. On y va par intérêt, par carriérisme. Comment on lutte contre ce genre de préjugés? Pourquoi il y a ce genre de préjugés? Parce que justement, comme l'a très bien dit Daniel Keller, la franc-maçonnerie est mal connue. Et je pense que les obédiences maçonniques ont une grosse responsabilité dans cette méconnaissance. Je pense que la communication qu'ils font sur eux-mêmes est toujours aussi peu performante, voire même plus je dirais, maladroite qu'elle n'était il y a 10 ou 15 ans. Ça génère énormément de fantasmes et effectivement de chimères autour de ce pouvoir, essentiellement parce qu'il y a toujours aujourd'hui un culte du secret qui est mal maîtrisé. Pourquoi finalement il y aurait plus de secrets dans cette sphère maçonnique qu'il y en a dans les religions, dans les partis politiques, dans les syndicats, où effectivement là aussi on n'est pas obligé de publier les listes des membres. Mais dans la maçonnerie, il y a
plus encore qu'ailleurs, ce culte du secret qui fait que même les responsables doivent être camouflés. Je suis régulièrement insulté, vilipendé, traité quasiment de nazi parce que je publie sur mon blog ou dans l'Express le nom des responsables d'obédience, alors que c'est quand même le minimum du droit à l'information que de publier ce type d'informations et de raconter ce qui s'y passe, et quelle influence ils ont aujourd'hui. Xavier Bertrand, il dit à la fin du film, l'un des challenges pour nous aujourd'hui, justement, c'est de sortir du secret. Est-ce que les francs-maçons, ils y sont prêts aujourd'hui, Serge Moati, selon vous? Il faut demander au grand maître. Ouais, mais vous, allez, c'est intéressant aussi, votre regard vaguement extérieur. Non, mais c'est lui le... On est sorti du secret. Non, mais il faut expliquer l'histoire du secret. Expliquez-nous. C'est pas un secret comme ça, etc. C'est un secret qui vient aussi de la tradition française, d'une certaine maçonnerie française. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, aux États-Unis, c'est très public. En Angleterre, c'est très public. D'accord. C'est en France qu'il y a l'histoire du secret. Alors, il y a un secret, moi, que je peux comprendre, c'est le secret d'appartenance, qui veut dire que je n'ai pas le droit de dire, par exemple, Daniel Keller est franc-maçon, ce qui serait un scoop sur ce plateau étonnant. Mais je n'ai pas le droit de dire de quelqu'un d'autre qu'il est franc-maçon. Mais moi, j'ai le droit de dire, si je veux, je suis franc-maçon, ça me regarde. J'ai rien à cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, ce qui me concerne, je l'étais, comme on dit. Mais en tout cas, soi-même, on peut le dire. Et aussi, je rappelle incidemment que plein de francs-maçons ont été amenés en camp de concentration. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que le secret, c'est l'une de mes questions? Non, mais attendez, c'est pas une blague. Non, est-ce qu'il date justement de cette période de persécution? Est-ce que ça date du maréchal Pétain? Est-ce que c'est né de là? Je pense que c'est venu très largement de là. Parce que mon père, par exemple, amené en camp de déportation, il avait tout pour plaire. Il était juif, franc-maçon, socialiste, franc-maçon. Mais il a été arrêté en tant que franc-maçon résistant. Franc-maçon résistant. Et dans le camp de concentration où il était, à Sachsenhausen, près de Berlin, avec d'autres, ils ont fait une loge secrète. Vous voyez, il y avait une raison d'être secret ici, face aux gardiens des camps. Donc, je veux dire, il ne faut pas trop blaguer là-dessus. Et puis, après, j'en ai terminé, je pense que le secret, ça fait partie de la démocratie. Enfin, je veux dire, on a le droit aussi... De ne pas dire pour qui on vote, de ne pas dire qu'on est franc-maçon. On a le droit aussi d'aller certains soirs dans des temples maçonniques et de ne pas le clamer sur la place publique. Moi, je trouve que ça fait partie... Allez, comment on va dire, du romanesque aussi. Parce que la franc-maçonnerie est romanesque. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Et parce qu'il y a effectivement tout le décorum qui va avec. Je trouve ça très beau et ça n'a rien de rigolo et ça n'a rien de dérisoire. C'est le côté religieux? Pour moi, oui. Aussi. Pour moi, oui. Intéressant, important, effectivement, Daniel Keller, avec ce film, de revoir la période vichysoise et de rappeler à ceux qui sans doute l'ignorent qu'il y a eu cette persécution des francs-maçons. C'est pas forcément quelque chose de très connu en France. Non, ça n'est pas très connu. Et effectivement, le secret dont vous parliez, il trouve son origine dans cette période-là. C'est très bien montré dans le film où l'on voit comment le régime de Vichy a appliqué aux francs-maçons les mêmes lois qui ont été appliquées aux juifs. Et les francs-maçons qui étaient dans la fonction publique ont été destitués de leur fonction. Donc il y a eu une véritable chasse aux sorcières qui a beaucoup marqué les francs-maçons. Mais c'est vrai que si l'on regarde la période d'aujourd'hui, nous n'avons rien à cacher. Et en tout cas, nous n'avons pas à cacher ni ce que nous sommes, ni ce que nous faisons. La franc-maçonnerie, c'est une société de pensée. Et cette société de pensée, elle a un rôle à jouer dans la société, dans le débat public, en tant qu'éveilleur d'idées, éveilleur des consciences, et en tout cas, partie prenante au débat républicain. Donc ça, je crois que je rejoins François Coche quand il dit qu'on n'a peut-être pas été très performant dans la manière de nous extérioriser, mais je crois qu'il faut le faire. Et il faut d'autant plus le faire que nous vivons. Le film a été tourné en 2009, nous sommes en 2014. Il y a pas mal de choses à rajouter. Et nous constatons 5 ans après qu'on assiste à la résurgence d'une forme d'antimaçonnisme où l'ignorance se mélange à la haine. On se cache moins, on a moins de choses à cacher. Et pourtant, le fantasme, la théorie du complot existe encore aujourd'hui. J'en viens bien sûr, et je veux bien sûr parler des manifs contre le mariage pour tous, où on a réentendu parler d'un nouveau complot. Alors cette fois, c'est le complot homo-maçonnique. Oui, parce qu'on recherche des boucs émissaires. Et les juifs et les francs-maçons, évidemment, sont les boucs émissaires parfaits dans une société en crise où on ne comprend plus la situation dans laquelle on vit. Voilà. Donc je crois qu'il y a là un vrai travail pour nous à faire, mais encore une fois, les francs-maçons du Grand Orient de France ne se cachent pas combien de conférences publiques nous organisons, combien de débats dans les loges ouverts aux profanes. Donc il y a véritablement un travail, il y a un vrai travail qui se fait partout en France, dans toutes nos loges. Et je crois que c'est comme cela que nous montrerons, encore une fois, à tous ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous sommes. Alors François Coche, monsieur l'expert, faisons justement un peu de pédagogie, un peu de la franc-maçonnerie pour les nuls. Il y a combien de loges aujourd'hui, combien de francs-maçons? Est-ce qu'il est vrai que toutes ces loges se détestent entre elles? Ah oui, c'est
guerre fratricide permanente. On compte actuellement 170 000 francs-maçons en France. La principale d'entre elles est celle de Daniel Keller, le Grand Orient, avec plus de 50 000 membres. Donc, contrairement au début du siècle dernier, le Grand Orient n'est plus majoritaire, il est largement minoritaire. Malgré tout, il est, je dirais, chef de file, même s'il y a vraiment une troupe un peu désordonnée derrière, d'un courant qui est toujours majoritaire. Ce leadership ? Parce que c'est le courant historique, humaniste, militant, je dirais surtout du XVIIIe siècle, et XIXe au niveau de son essor. Mais s'est développé un courant spiritualiste qui est de plus en plus fort, qui était mené par la GLNF, là aussi. Ça a explosé dans une crise, effectivement, qui n'est pas évoquée dans le film, parce que ça a commencé en 2009 jusqu'en 2012. On peut dire qu'il y a encore des secousses aujourd'hui. Un courant spiritualiste avec plusieurs obédiences, qui continue d'ailleurs à scissionner. Il y a plusieurs dizaines d'obédiences en France. Alors, il y a des obédiences monogenres, essentiellement masculines ou féminines, des obédiences mixtes. Mais il y a de plus en plus de femmes dans la franc-maçonnerie aujourd'hui ? Non, mais très peu. Toujours aussi peu. Il faut voir que depuis 25 ans à peu près, la proportion de femmes en maçonnerie est passée de 16 à 18%. C'est-à-dire qu'on est quand même à un niveau particulièrement bas. Alors que dans le même temps, au niveau des... Si on peut comparer avec l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale, il y a 27% de femmes et au Sénat, 22% de femmes. Ça veut dire que dans des sphères de pouvoir intenses, donc avec des postes qu'on imagine provoquer l'avidité des candidats, on arrive maintenant à un niveau bien supérieur à la maçonnerie, où ce sont des frères de base, certes, qui ne sont ni des chômeurs, ni des employés, ni des précaires, qui sont plutôt des VIP, des CSP+, mais où, manifestement, on n'arrive pas à inciter les femmes à venir. C'est un monde toujours majoritairement féminin. Eh bien, merci, monsieur l'expert, pour ce petit panorama. Alors, j'aimerais maintenant qu'on rebalaye un petit peu l'histoire, Serge Moiti. L'un des attraits, l'un des avantages de ce film, c'est de nous rappeler qu'il y a une seule période d'âge d'or, finalement, en termes d'influence politique pour la franc-maçonnerie. C'est bien sûr la Troisième République, avec un tiers, je crois, des parlementaires qui sont francs-maçons. On a le sentiment ensuite qu'il ne se passe plus grand-chose. Le film dit quand même, voilà, sous François Mitterrand, il se passe quelque chose, et les 110 propositions ont été largement inspirées par les loges. C'est vrai, ça, ou ça relève encore du fantasme ? Je ne sais pas d'où ça sort. J'étais assez proche à ce moment-là. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai jamais entendu dire ça. Mais c'est une affirmation, donc on ne peut pas la combattre. Mais non, je ne crois pas. Voilà. C'est un petit peu exagéré. En tout cas, 81, à mon avis, marque le moment où l'influence de la franc-maçonnerie est vraiment tombée en chute libre. Même si on dit que les lois Veil ne virent dans la période précédente. C'est pas 81. Les deux, vraiment... Loi maçonnique, si on peut utiliser ce terme, c'est effectivement 67 et 75, donc la contraception et l'avortement. Voilà, donc là il se passe clairement quelque chose. Au niveau de l'influence, puisque la progression que j'ai indiquée tout à l'heure est vraiment linéaire en termes d'effectifs, 40 000 membres en 70, aujourd'hui on est à plus de 170 000, donc l'influence est totalement inverse. Il y a un effet de ciseau, c'est-à-dire que les effectifs augmentent et l'influence baisse. Aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, quelle est l'influence de la franc-maçonnerie aujourd'hui? C'est pour ça que ces mouvements d'extrême droite, vraiment avec ces slogans ignominieux contre la franc-maçonnerie, sont absurdes. La franc-maçonnerie n'a jamais été aussi peu influente. Alors avant de revenir à 2014, soyons rigoureux sur cette frise historique. Je reste sur la période Mitterrand, parce qu'on n'a pas complètement fait le tour du sujet. Daniel Keller, vous comprenez d'où vient ce fantasme, j'ouvre des guillemets, sur ces 110 propositions qui auraient été largement inspirées par les loges? Vous comprenez? Non, mais je pense que beaucoup de francs-maçons se sont reconnus dans le grand projet de loi sur le service public unifié de l'éducation. Je ne sais pas si effectivement il a été préparé par des francs-maçons, mais en tout cas il correspond dans sa globalité à ce que pouvaient être les aspirations des francs-maçons des années 80. Et je dirais qu'il doit correspondre encore aujourd'hui à la conception, à la vision que beaucoup de francs-maçons ont de ce que doit être l'école, avec cette idée que finalement, sur le fond, les fonds publics doivent d'abord aller à l'enseignement public. Et quand on voit les difficultés auxquelles se trouve aujourd'hui confronté l'enseignement public, je crois que le débat reste d'actualité. Vous faites référence à la loi Savary, tous ces cortèges dans les rues, etc. Pour vous, ça, Serge, c'était la grande erreur historique de la franc-maçonnerie?
sous la 5e. De quoi? Ce qui s'est passé avec la loi Savary, ce que ça a généré, la traversée du désert qui s'en est résultée ensuite pour les francs-maçons en France? Je suis incapable de répondre. Vous, peut-être. Moi, alors, je suis incapable. C'est sûr que tout ça, mais aucun rapport avec la maçonnerie. Cette loi, c'est évoqué dans le film, j'en parle. Tout à fait, oui. Cette loi, effectivement, laïque, correspondait aux vœux des francs-maçons, sauf que, comme ça a provoqué, je dirais, l'arrivée dans la rue d'un million de manifestants contre et que le pouvoir socialiste a reculé, ça a été considéré comme le point de départ de cette crise de la franc-maçonnerie qui a eu son apogée en 1995 et qui continue encore aujourd'hui. Alain Boer et Michel Barra ont publié un livre que Daniel Keller avait apprécié, il me l'a dit au début de son mandat, mais qui indiquait que, oui, à quoi ça sert aujourd'hui, le quelle côté, influence. j'ouvre des guillemets encore, laïcard, anticlérical des francs-maçons, ça a été aussi l'un des péchés originels de la franc-maçonnerie pour vous, Daniel Keller? Les francs-maçons du Grand Orient de France, en tout cas, ne sont pas des anticléricaux. Je crois que... Ça fait partie des clichés, hein? Oui, ça fait partie de ces clichés. Et la laïcité, telle que nous la promouvons et telle que nous la défendons, c'est un principe d'organisation de la société qui permet à personnes de toute culture, de toute religion, de vivre ensemble, mais en évitant que le terrain social soit le lieu d'affrontement des religions. Parce que le lieu d'affrontement des religions, l'affrontement des religions, c'est quelque chose que l'on trouve à travers toute l'histoire et encore aujourd'hui. Alors même si ça s'est relativement apaisé entre les catholiques et les protestants, on peut regarder, et encore pas partout, on peut quand même constater que dans beaucoup de pays du monde, les guerres sont souvent des guerres de religion. Voilà. Donc, mais les francs-maçons ne sont pas pour autant des anticléricaux. Alors vous, Serge, vous parlez régulièrement de spiritualité. Est-ce que vous pensez que ça paraît contradictoire aux gens d'entendre la franc-maçonnerie parler de laïcité, puis de vous entendre vous parler de spiritualité? C'est peut-être paradoxal, à force de rabâcher des idées convenues. Pardon, mais on ne fait que rabâcher des choses que tout le monde dit. Alors ne rabâchons pas justement sur ce plateau. Si vous voyez la maçonnerie sur le plan mondial, d'abord, c'est mais c'est quoi cette spiritualité? Comment vous la définiriez? Ça repose sur un rituel, repose sur un rituel et une légende maçonnique. C'est une façon, pour moi, en tout cas la maçonnerie, de communier avec le divin. Bon, c'est comme ça. Mais sans divinité clairement démontrée. Parce que vous pouvez démontrer, vous, la divinité, Identifier, sans visage. Ce grand architecte de l'univers dont se réclame la franc-maçonnerie universelle, à quelques exceptions près, mais enfin, c'est quand même le grand architecte de l'univers. Pour nous, c'est Dieu et sa volonté révélée. Donc, c'est pas du tout un système de pensée, la maçonnerie. Pour reprendre l'expression de Daniel, c'est pas du tout un système de pensée, c'est un enseignement initiatique, un ordre initiatique. Donc, ça n'a aucun rapport. Nous n'avons pas de rapport avec le siècle, pour être clair. Pour le siècle, j'ai des partis politiques, j'ai des syndicats, enfin, bon, tout ce que vous voulez. J'ai mon métier, enfin, bon, bref. Mais là, c'est pas ça. Je suis là pour communier et invoquer le grand architecte de l'univers. Ça n'a strictement aucun rapport. Donc, quand vous me parlez, c'est pour ça que j'ai pas voulu répondre à votre question, c'était bien ou pas de manifester pour l'école libre, je n'ai rien à secouer. Ça n'a aucun rapport avec la maçonnerie. C'est-à-dire que en 81, ce qui s'est passé, pour terminer là-dessus, c'est que le combat a cessé faute de combattants. D'une certaine façon, les maçons reconnaissaient dans les grandes aspirations de la gauche au pouvoir, quelque chose dont ils avaient rêvé, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Vous comprenez? Et je pense que c'est très important de comprendre cette différence. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des idées. Enfin, nous, je ne sais pas qui, je parle pour moi, je ne suis pas là pour fabriquer, je préfère les fabriquer ailleurs, dans le monde, les idées. François Coche, je vous écoute avec attention. Est-ce qu'on peut dire que Serge Moati a effectivement une conception très anglo-saxonne de la franc-maçonnerie parce qu'il parle de spiritualité, justement? Et pourquoi la spiritualité, ça sera anglo-saxon? Est-ce qu'il n'y a pas une définition très hexagonale de la franc-maçonnerie, une spécificité très hexagonale de la franc-maçonnerie? Ce qui est sûr, c'est qu'en France, je dirais, le courant spiritualiste de la maçonnerie est encore minoritaire, même s'il est en plein essor. Et il y a encore un courant humaniste et militant, représenté plutôt par le Grand Orient, qui a encore, je dirais, de belles couleurs et un grand avenir devant lui. Mais ce qui est intéressant sur la question de la spiritualité, c'est qu'une institution, je dirais, spirituelle par excellence, qu'est l'Église catholique, manifestement ne connaît pas la franc-maçonnerie, puisqu'on pense qu'il y a de meilleures relations entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie aujourd'hui. Pourtant, ils viennent, l'an dernier, de virer Manu Militari, un curé qui avait reconnu son appartenance au Grand Orient. Donc s'il y a bien une institution qui ne comprend pas manifestement la franc-maçonnerie, c'est bien l'Église catholique, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait jamais eu une obédience qui ait viré un curé parce qu'il l'était. Ça ne s'est jamais vu. Alors je continue mon exploration des clichés, des fantasmes sur la franc-maçonnerie. Autre cliché qu'on entend régulièrement, qui a presque l'air d'ailleurs d'insinuer le film, c'est que les francs-maçons, d'une certaine manière, reprennent du poil de la bête quand la gauche est au pouvoir. Daniel Keller?
Oui, non, mais ça, je crois que ça fait partie, encore une fois, de ces clichés. Car vous posiez la question tout à l'heure de l'influence de la franc-maçonnerie, mais au Grand Orient de France, on ne passe pas nos journées à nous poser la question de savoir quelle est notre influence. Le Grand Orient de France, il a maintenant, dans sa forme institutionnelle, plus de 240 ans d'existence. Je me distinguerais un peu de ce que disait Serge Moati, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, en tout cas au Grand Orient de France, et tel que moi je la comprends, c'est à la fois un travail sur soi-même, c'est un parcours initiatique, c'est effectivement une école de spiritualité, et pour laquelle on n'a pas besoin de Dieu. Hein, la ligne de fracture... Soyez un tout petit peu plus concret. Quand vous dites travail sur soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez nous donner des exemples? Je crois que l'idée de l'humanisme, c'est que l'on ne peut pas imaginer l'amélioration de la société en passant par pertes et profits les individus qui la composent. Donc ça n'est pas... on ne rêve pas du grand soir. Donc ça n'est pas une idéologie. Donc je crois que l'idée que l'amélioration de la société repose d'abord sur l'amélioration de chacune de ses composantes et de chaque être humain qui la constitue est un élément essentiel. Et ce travail, c'est un vrai travail sur soi-même, de réflexion, d'amélioration de soi-même. Et je crois que c'est ce que le cheminement initiatique permet de faire. Là, on est tous d'accord. Bon. En tout cas, pour cela, je n'ai pas besoin du grand architecte de l'univers. Moi aussi. Et il est vrai qu'au Grand Orient de France, la vraie ligne de fracture entre les différentes maçonneries, c'est liberté absolue de conscience ou pas. Au Grand Orient de France, nous travaillons effectivement sur ce principe essentiel qui est la liberté absolue de conscience. Mais il y a un deuxième pilier de la franc-maçonnerie que l'on ne doit pas perdre de vue, et ce deuxième pilier, c'est effectivement quelle société meilleure, non pas par rapport au bulletin de vote que l'on va mettre dans les urnes à la prochaine élection, mais quelle société meilleure pour les 20 ou 30 prochaines années, et dans un monde où l'on n'émet plus vraiment d'idées et où on n'a plus le sens de la prospective et du long terme, je pense que ce travail sociétal d'une obédience maçonnique comme le Grand Orient de France a un boulevard devant lui si nous savons l'emprunter. Vous dites on passe pas notre temps à se demander si on est influent, etc. Mais en même temps, on a entendu dans le film l'expression boîte à idées, porter des thématiques. J'en reviens à ma question, François Coche. Est-ce que les francs-maçons portent davantage leurs thématiques quand la gauche est au pouvoir? Non. Non, on ne peut pas vraiment dire ça, non. Parce que, effectivement, en 81, on a fait des comptes, il y avait plus de ministres francs-maçons qu'avant. Mais vraiment, ce n'est pas ça qui est important. Parce que finalement, la dernière fois qu'on a vraiment entendu la franc-maçonnerie, et en l'occurrence le Grand Orient, qui est celui qui porte une voix sociétale et politique, ce n'était pas sous la gauche, c'était sous la droite, c'est-à-dire en l'occurrence sous Sarkozy, en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a eu des discours à Latran ou ailleurs qui étaient plutôt hostiles aux idées laïques de la franc-maçonnerie. C'est là que la franc-maçonnerie s'est vraiment manifestée et on l'a entendu. Et Nicolas Sarkozy a été obligé de recevoir le grand maître du Grand Orient. Avant ça, vous auriez pu me parler peut-être de l'ère Chirac et de la loi sur le voile à l'école, dont on a dit aussi beaucoup que c'était l'une des thématiques portées par la franc-maçonnerie. Oui, la franc-maçonnerie a été entendue, écoutée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été influente. Ça ne venait pas non plus de là. Pour vous, ce n'est pas une influence majeure. Non. Quelles sont aujourd'hui les grandes thématiques que vous souhaitez porter, Daniel Keller? Je crois que la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons nous incite et nous oblige à retravailler la question des valeurs de la République. On vit quand même une période de délitement social et moral par rapport auquel on ne peut pas rester indifférent. Et donc je crois que le Grand Orient de France a d'ailleurs commencé à y travailler. Non pas qu'il ne s'en était pas préoccupé auparavant, mais le fait même que l'on assiste à la renaissance d'une forme d'antimaçonnisme, même si elle est très minoritaire, parce qu'on suscite beaucoup d'intérêt, contrairement à ce qu'on dit. C'est de l'intérêt ou c'est du fantasme? Non, beaucoup d'intérêt, parce que une brève parenthèse, mais la maçonnerie, c'est aussi une culture. C'est ce qui fait son mystère et sa beauté. Et c'est une culture qui se source au XVIIIe siècle. Et ça, c'est un motif souvent à la fois d'intérêt et d'émerveillement pour beaucoup. Mais la situation présente nous conduit à travailler sur la crise des valeurs de la République, qui est quand même quelque chose de particulièrement inquiétant et qu'on n'a pas vu venir. Donc ça, c'est un point essentiel. Les francs-maçons du Grand Orient de France sont évidemment très attachés à l'école. Quand on voit effectivement aujourd'hui les difficultés que l'institution scolaire rencontre, je crois qu'il y a nécessité d'avoir une pensée globale, une pensée un peu de long terme sur ce que doit être l'école. Qu'est-ce qui est censé préparer l'école dans les 20 ans qui viennent? Un vrai sujet pour nous, évidemment, l'Europe. Je crois que là aussi, aujourd'hui, à l'heure où nous nous exprimons, à Kiev, des hommes et des femmes se font tuer en disant quoi? En disant on souhaite rejoindre l'Europe. Donc je crois qu'on a, alors même que
alors même que nous redoutons à quelques semaines des élections européennes un puissant absentéisme et un vote de rejet. Donc on est là dans une sorte de renversement des situations particulièrement préoccupantes. Donc l'Europe doit être effectivement le nouvel horizon pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent vivre ensemble. Et puis les questions de société, on ne peut que se lamenter de voir les incompréhensions, les manifestations de rejet que suscite le mariage pour tous. À qui a-t-on porté préjudice en permettant à toute forme de couple, finalement, de bénéficier d'une véritable égalité de droit par rapport au divorce, par rapport à la succession, par rapport à tous les droits de la famille que cela peut emporter. Je suis là aussi, de mon point de vue, assez inquiet de voir le climat d'intolérance qu'une telle loi a pu susciter. Sachant qu'en même temps, dans 10 ans, elle sera tout à fait acclimatée et adaptée, comme ce fut le cas pour l'IVG dans les années 70, où la ministre de l'époque avait fait l'objet de propos à la fois violents à son encontre. Voilà, donc je crois que là, le panorama des sujets n'est pas mince. Vous exposez très clairement les thématiques qu'entend porter la franc-maçonnerie dans les mois à venir. Le fait est, François Coche, que lorsque des newsmag consacrent des unes à la franc-maçonnerie, c'est pas tellement pour nous raconter ce que vient de nous raconter Daniel Keller, mais pour nous dire que tel ou tel ministre vient de la franc-maçonnerie, qu'au ministère de l'Intérieur. Enfin, ils sont très achetés, très luxe. C'est ça d'abord qui intéresse les Français quand on parle de franc-maçonnerie, pas tant les thématiques que de savoir qui est franc-maçon au gouvernement ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Oui, enfin, le contenu n'est pas toujours nul. D'ailleurs, à mon avis, ça intéresse suffisamment les lecteurs pour qu'ils l'achètent. Il est pas toujours, d'ailleurs, bien reçu par les institutions. Oui, je pense, mais bon, ça ne nous gêne pas, bien sûr. Non, ce qu'on montre à la fois, c'est qu'effectivement, il y a ce qui est affiché et puis la réalité. Ce qui est affiché, c'est effectivement que la franc-maçonnerie, c'est une école de sérénité. C'en est une, mais sauf qu'il y a beaucoup de ratés, puisque dans la franc-maçonnerie, il y a aussi énormément d'excès et d'outrance, à la fois en amour et en haine, et de querelles internes très importantes. Puis il y a aussi des guerres chimériques autour d'un pouvoir un peu illusoire, des combats d'obédience, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, certes, il y a le Grand Orient, mais il n'y a pas que le Grand Orient. Le Grand Orient, ça pèse effectivement moins de la moitié de la maçonnerie en France, beaucoup moins de la moitié, même moins du tiers. Donc voilà, c'est ça que l'on raconte, que l'on explique, et on permet à nos lecteurs d'aller au-delà des fantasmes et des rumeurs. Alors Serge Moati aussi veut raconter, expliquer encore la franc-maçonnerie. Il y a eu ce film il y a déjà quelques années, puis là vous en préparez un encore. Donc ça prouve à quel point le sujet vous habite. Qu'est-ce que vous voulez raconter aujourd'hui sur la franc-maçonnerie ? Je sais qu'un réalisateur n'aime pas forcément parler d'un film qui est en cours de tournage, mais c'est quoi votre angle ? C'était quoi votre idée de départ ? Ce qui m'a frappé entre les deux films, l'un il y a plus de 15 ans, et celui-ci, c'est d'abord ça m'intéresse toujours, parce que j'ai envie de marcher dans les pas du jeune homme que je fus, puisque j'entrais à 18 ans en maçonnerie. Donc... c'est un voyage dans le passé aussi. Il y a quelques années. Oui, mais je retrouve des jeunes gens de maintenant qui entrent en maçonnerie. Et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi tu viens là ? Qu'est-ce que tu cherches ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Et les réponses sont extraordinairement diverses. Elles sont rarement, et ça vraiment j'en témoigne, elles sont rarement le côté j'ai envie de me faire des relations. Alors là, c'est pas ça que vous entendez d'abord. Mais pas du tout. Mais c'est pas pour faire le malin que je dis ça. C'est pas pour présenter une belle image ou je sais pas quoi. Mais alors c'est quoi ce que vous entendez surtout, même si vous dites sous des choses très différentes ? C'est la dimension spirituelle ? Grandir. Être plus intelligent, plus fraternel, plus je sais pas quoi, plus à l'écoute de l'autre, plus à travers un enseignement qui est l'enseignement maçonnique. Et ça c'est très important parce que bon, et le deuxième truc, mais après je voudrais dire quelque chose. Après c'est la diversité des obédiences maçonniques qui n'était pas du tout celle d'il y a 15 ans ou 20 ans. Ça a beaucoup changé. Le paysage maçonnique fonctionne par scission-parité, donc par scission, par trucs comme ça, etc. Pour moi, incompréhensible comme un dialecte mandarin chinois, vous savez, mais d'une époque un peu révolue. Donc c'est incroyable ce que le paysage maçonnique est morcelé. Et je pense que les grands maîtres se voient beaucoup plus que vous ne le croyez, ont des rapports plus... Enfin bon, c'est plus fluide, compliqué. Je pense, Mais ce qui me frappe, c'est quand on dit l'influence sur le siècle, etc. Mais on peut tout à fait avoir une influence sur le siècle en ne se projetant pas dans le siècle. Moi, je peux rencontrer Daniel Keller, par exemple, ou des frères du Grand Orient, sans être en loge faire ça. En loge, je fais autre chose. Je prie, j'invoque,
je communie dans la fraternité. Ça n'a strictement aucun rapport avec la réforme de l'éducation nationale. Ça n'a aucun rapport. Mais ça ne m'empêche pas d'être attentif à l'autre. C'est là que j'ai appris à écouter. C'est là que j'ai appris mon métier, par exemple. C'est-à-dire, au fond, écouter l'autre et le respecter dans sa différence. C'est ça, la maçonnerie, pour moi. C'est pas faire des guerres de tranchées avec des gens qui ne voteraient pas comme moi dans la vie sociale, dans la vie politique. Pas du tout. Ça, j'ai les partis politiques pour ça. Non, mais vous... ça vous intéresse moins. Mais si, ça m'intéresse complètement. Vous... La preuve en est que je voulais justement faire rebondir d'un TLR sur ce que vous venez de dire. Parce qu'on entend un discours, on entend une musique très spécifique lorsque vous parlez de la franc-maçonnerie sergematique, qui n'est pas celle qu'on entendait dans le documentaire, qui finit sur l'idée de, voilà, aujourd'hui, le défi pour la franc-maçonnerie, c'est de sortir du secret, puis c'est d'accepter, en somme, d'être une simple boîte à idées pour les politiques. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Serge Mathy. Mais par contre, je suis d'accord avec ce qu'a dit Daniel Keller. Ces jeunes dont parle Serge Mathy qui viennent aujourd'hui dans vos loges, qu'est-ce qui ressort de leur volonté d'engagement? C'est ce qu'a dit Serge Moiti ou c'est le côté boîte à idées? Je répondrai aussi à Serge Moiti en disant que bon, la franc-maçonnerie, ça n'est pas une église sans Dieu. Bon, je crois que ça, c'est un point important. Mais en revanche, il y a une dimension dont le film ne parle pas et qui est très importante pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est justement ce caractère initiatique qui en fait sa spécificité. Et on constate que, effectivement, beaucoup des impétrants qui veulent entrer en maçonnerie sont attirés par cette démarche initiatique qui apprend à penser autrement. Et qui apprend surtout à penser ensemble. Parce que la maçonnerie, ça n'est pas, la réclusion solitaire. C'est au contraire l'être ensemble. Et là aussi, on retrouve quelque chose de tout à fait évidemment essentiel dans le monde d'aujourd'hui, parce que le vivre ensemble, si on veut réussir le vivre ensemble, eh bien, les loges le préfigurent à leur manière en travaillant l'être ensemble. Et c'est ça qui attire aujourd'hui, et pas effectivement des débats électoraux. Dans le simple boîte à idées politique. Sûr, voilà. Évidemment. Et bien, ce sera le mot de la fin, Serge Moiti. Vous savez, le temps passe très très vite sur un plateau de télé. Ça ne m'a pas échappé. Ça s'appelle, moi j'appelle la maçonnerie un monastère dans le siècle. Très jolie expression pour finir cette émission. Je préfère l'image du phalanstère. Alors, le phalanstère et un monastère dans le siècle. Merci beaucoup, c'est la fin, je suis désolée. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir fait entendre peut-être une petite musique un peu différente de ce qu'on entend généralement sur la franc-maçonnerie. Merci à vous de nous avoir suivis. J'en profite pour remercier le musée de la franc-maçonnerie qui nous a prêté quelques images pour cette émission. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau film qui évidemment fera débat. Ciao, à très vite. Thank you.